De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Nous sommes au Musée canadien de l'histoire pour parler d'une nouvelle acquisition qu'ils ont eue dernièrement, je pense le 6 octobre. Et avec moi, Chloé Ouellette Riendo qui va nous parler de cette belle exposition. Il s'agit d'une acquisition que vous avez faite du Panthéon du sport canadien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le Panthéon. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus? Oui, en fait, le Panthéon des sports canadiens existe depuis 1955. Donc, vraiment, c'est eux qui ont vraiment acquis tous ces objets-là qui représentent au-dessus de 100 ans d'histoire du sport au Canada. Ouais. Et ils étaient situés à Calgary et maintenant vont un peu retransformer leur mission pour faire plus des offres en ligne éducatives. Okay. Et donc, c'est nous vraiment maintenant, là, au Musée canadien de l'histoire, qui prenons la collection cette massive collection de 100 000 objets et plus et de 60 000 documents d'archives. Et cette exposition-là, c'est vraiment quelques petits faits croustillants là, de cette exposition-là qu'on espère montrer au public. Et qu'est-ce qui fait la particularité, selon toi, de cette exposition-là? Oui, cette exposition-là, en fait, ce qu'on voulait vraiment faire, c'était un peu sortir des sentiers battus où qu'on est habitué avec les sports, où est-ce que, bon, c'est des statistiques et tout ça, et qui a gagné, qui a perdu. C'était vraiment pour présenter des histoires différentes d'athlètes différents provenant de différentes communautés, de différents sports, de différents sexes, de tout le monde un peu, parce qu'on sait qu'on est vraiment diversifié au Canada. Donc, c'était vraiment ça, c'était de présenter les sports, son histoire à travers les victoires, vraiment les controverses aussi, mais aussi comment on peut parfois challenger les perceptions qu'on a les du sport. Victoires, les controverses et puis les challenges. On va en parler, je pense, parce que tu m'as dit que ce sont les 3 piliers même de cette exposition-là. Mais quand je te demandais tout à l'heure qu'est-ce qui faisait la particularité, j'ai pu jeter un coup d'œil. Puis je dirais aussi que c'est le côté humain des personnes en arrière de ces athlètes-là que peut-être des gens vénèrent, mais en fait, ils ont le petit côté... Ce sont des humains. Effectivement. Puis c'est pour ça que l'histoire des sports, c'est autant populaire puis qu'on espère intéresser ceux qui s'y connaissent moins. Ouais. C'est en racontant l'histoire de ces personnes-là qui sont derrière les trophées, les statistiques et les chiffres. Donc, par exemple, dans la section Victoire, on vient vraiment raconter qu'est-ce qui fait un gagnant. Donc, ça va plus loin, justement, là, que juste s'entraîner et tout ça. Il y a vraiment une histoire humaine en arrière de tout ça. Je vais te garder sur ça, ce que tu viens de dire, le gagnant, parce que quand je regarde juste là, je lis qu'est-ce qui caractérise les athlètes qui gagnent et c'est écrit que la victoire est un processus, il n'y a pas de gabarit pour la réussite. Et je pense imaginons un jeune qui vient ici avec, par exemple, son école, parce que vous faites ça aussi, des visites scolaires, qui voit ça, bien, ça peut être encourageant pour lui. Oui, bien, c'est exactement ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de montrer aux gens que le sport, ça peut être pour tout le monde. Même si on n'est pas un fan au départ, c'est que n'importe qui peut se voir dans ces histoires-là, de ces athlètes-là, qui ont tout un parcours différent, mais qui ont tous réussi dans leur sport respectif. Et parlons du deuxième volet, les controverses. Je suis curieuse. Qu'est-ce qui est controversé dans cette exposition? Oui, bien en fait, souvent, on essaye de dire que dans le sport, la politique, ça ne devrait pas être là. Oui! Mais bon, on peut voir que la politique va trouver un moyen de s'immiscer dans les sports. Et un des exemples qu'on montre dans cette exposition-là, c'est la torche olympique de 1936, celle qui a été faite à Berlin. En fait, c'est pendant l'Allemagne nazie. Et c'est eux qui ont inventé vraiment le relais de la torche olympique qu'on connaît aujourd'hui, chose qu'on est un peu surpris parce qu'on se dit « Ah, mais pourquoi est-ce qu'on l'a gardé comme que c'est un legs d'une certaine propagande là, de l'Allemagne nazie? » Mais c'est qu'on l'a repris et maintenant on l'a renommé le relais de la paix. Donc c'est vraiment une histoire intéressante de voir comment c'est parti de sources où est-ce qu'on s'en douterait pas que ça a un petit peu un passé sombre et que maintenant on l'a repris, on l'a refaçonné. Pour que ce soit ce qu'on connaît aujourd'hui, le fameux relais, le flambeau olympique. Tout le monde regarde ça, ou presque, à chaque 4 ans. Et puis, comme tu le dis, là, on parle du volet politique qui se trouve dans le sport, mais il y a aussi le volet où est-ce que tu parlais que toutes les cultures sont mises aussi en avant. En arrière de toi, j'ai pu lire que c'était des femmes qui avaient conçu ce parka, c'est ça que ça s'appelle, j'ai l'impression, le parka, pour le remettre aux personnes qui allaient aller aux Jeux olympiques en 1972. Oui, exact. Je triche. 1972, oui. Oui, en fait, c'était un objet qui nous a vraiment surpris quand on l'a vu. Justement, beau, hein? Parce que c'est un parka qui a été coupé par 12 couturières d'Iqaluit en 1972 et c'était vraiment la tenue vestimentaire qui était remise à chaque athlète quand ils font leur entrée. Ouais. C'est comme aujourd'hui, ils sont souvent habillés par Roots ou Labé, Adidas et tout ça. Mais là, c'était vraiment des parkas un par un faits à la main avec vraiment là, des patrons inouïs.
C'est une pièce, ma foi, magnifique et qui démontre comme quoi que la culture des Autochtones faisait déjà partie du Canada là, dans ces années-là, même si on s'en doutait moins, on en parlait peut-être moins. Donc, on voulait vraiment là, mettre cet objet-là au devant. C'est un très beau rappel. Et puis, tu as mentionné qu'il y avait, je pense, plus de 100 000 artefacts que vous avez pu recueillir. Comment vous avez pu faire une sélection de quelques-uns? Oh, c'est très difficile. Ben, j'imagine. Parce que tous ces athlètes-là ont des histoires tellement intéressantes, mais vraiment, nos choix, c'était pour essayer de représenter des histoires peut-être moins connues avec certaines célébrités pour, évidemment, faire plaisir aux gens. On aime ça, avoir nos Georges Saint-Pierre, nos Jean-Luc Brassard, nos Clara Hughes. Mais comme par exemple, moi, quand je faisais la recherche, je ne connaissais pas Brent Lakatos. Histoire à ce qui n'est pas peut-être connu. Oui, donc on espérait vraiment là, faire un mélange des deux, un peu mettre en lumière des histoires moins connues à côté de celles qu'on chérit déjà, mais c'était aussi de représenter plusieurs sports, plusieurs communautés, et aussi des personnes qui ont différentes capacités physiques. Oui. Donc, c'était vraiment ce choix-là, en 10 objets très difficiles à faire. Oh, pour vous, j'ai envie de dire pour vous. Tu as mentionné un nom qui, moi, dont l'histoire est venue me toucher, parce qu'avant de faire cette entrevue, j'ai pu jeter un coup d'œil à cette belle exposition-là, et je pense qu'on a eu le même feeling, parce que je t'ai dit, oh, moi j'ai envie de parler de Brent, et puis tu as dit que c'était une histoire qui t'avait aussi touché. C'est Brent Lakatos qui a participé aux Jeux paralympiques. C'est tellement touchant comme histoire. Est-ce que moi, je ne pourrais pas le dire en de bons termes? Je vais te laisser le dire, toi qui es l'experte. Oui, donc Brent Lakatos, quand il était très jeune, provient d'une famille très sportive. Là. On touchait un peu à tout, hockey, baseball, basketball. Oui. Et à un très jeune âge, il y a eu un accident lorsqu'il jouait au hockey, donc il a acquis une paralysie. Et ça, par exemple, ça ne l'a pas arrêté. Il s'est dit, OK, c'est beau, je vais trouver juste un autre sport que je peux pratiquer et continuer de faire ce que j'aime. Donc, il s'est tourné par le basketball. Mais finalement, a remarqué qu'il était peut-être meilleur pour être un sprinteur. C'est vraiment là qu'il a découvert sa passion. Et lui-même disait qu'il n'était pas le meilleur sprinteur. Donc, il s'est dit, ça me donne l'occasion de pouvoir changer mes techniques, de faire des expérimentations pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Tandis que certains, peut-être plus au top de leur sport, n'oseront pas parce qu'ils vont continuer de faire comme qu'est-ce qui fonctionne. Puis vraiment, là, dans cette exposition-là, c'est ces gants qu'il utilise avec une technique, ma foi, fascinante. Là, les gants sont assez particuliers, comment on regarde, parce qu'il vient frapper la roue avec le dessus de sa main. Oui. Moi, ça m'a fasciné de voir ces gants-là. Puis maintenant, bien, il est au sommet de son sport, a des nombreux records, nombreuses médailles olympiques, des World Championships. Donc, c'est vraiment une histoire inspirante parce qu'il va toujours expérimenter, pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses pour toujours devenir meilleur. Maintenant, il fait des marathons à chaise roulante. C'est complètement différent du sprint selon ce qu'il expliquait. C'est fascinant. Il y a des histoires vraiment, comme tu le disais, il y a des histoires vraiment comme incroyables là, parce que je te promets que c'est ça qui m'a attirée. J'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi ce gant? Puis tu m'as dit que tu as eu la même réaction quand tu as vu le gant. Tu sais, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. On ne voit pas un gant classique où est-ce qu'on met les doigts. C'est vraiment un gant avec une surface dure pour permettre de frapper avec toute sa force, avec ses bras. Utiliser tout son avant-corps. C'est fou de connecter avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu comme ça, juste en regardant son histoire, juste en regardant les artefacts qu'il utilise, on peut tout de suite comprendre son histoire. Et tu mentionnais les 3 piliers de cette exposition-là, mais moi, j'ai envie d'en ajouter quelques-uns encore. Et franchement, là, je dirais résilience. Si on parle de l'histoire de Brent, là, j'entends tout de suite résilience. Et quand je lis un peu tout ce qui est écrit sur les différentes affiches pour les expositions, je vois beaucoup que tous ces athlètes-là parlent de santé mentale. Beaucoup de ces histoires viennent chercher le côté santé mentale. C'est vraiment aussi quelque chose qu'on voulait relever parce qu'on se dit, oui, pour gagner, ça prend de la force physique, mais ça prend aussi de la force mentale. Oui. Et beaucoup de ces athlètes-là, en fait, tous ces athlètes qu'on représente ont les deux, cette combinaison gagnante-là. Et moi, ce que je trouvais fascinant, c'est que beaucoup de ces athlètes-là sont très généreux, en fait, de partager leur histoire, les obstacles qu'ils ont eu à surmonter personnellement. Il y en a une qui parle de sa toxicomanie. Je suis comme, c'est osé de le mentionner au monde. Oui, c'est Irene Crowchild qui est championne là, au golf de long drive. Donc, c'est elle qui est capable de faire le coup le plus loin au golf. Elle a gagné en 2018 et 2020 le championnat canadien.
Et vraiment, elle partage son histoire c'est le golf, vraiment, qui est un des meilleurs outils pour elle sur son parcours pour guérir un peu de sa toxicomanie, tout ça. Et vraiment, c'est son collier qu'on a mis en relief dans cette exposition-là parce que c'est ses grands-parents qui lui avaient offert. Et pour elle, elle est une femme d'aînée. Et dans cette communauté autochtone, c'est vraiment un symbole de guérison. Et je trouvais ça tellement généreux qu'elle nous en fasse don pour qu'on puisse partager son histoire avec d'autres personnes. Et peut-être que ça va venir toucher, du moins j'espère que ça va venir chercher les visiteurs de voir cette... En quelques secondes, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient retenir de cette exposition en venant la voir? Oui, en fait, c'est que, bon, les sports, c'est pas pour tout le monde, j'en conviens. J'étais pas nécessairement une fan de sport avant de commencer à travailler sur cette exposition-là, mais c'est vraiment le côté humain. Je crois que tout le monde peut trouver une histoire avec laquelle ils vont pouvoir avoir un sens d'attachement ou de reconnaissance, se voir en ces personnes-là. Donc, j'invite vraiment le public là, à prendre le temps de venir voir ces objets-là et lire leurs histoires. Merci beaucoup, Chloé. Moi, écoute, j'ai été inspirée juste en quelques minutes. Et puis, en t'écoutant en plus, j'ai pris quelques notes dans mon cerveau. Bien, merci pour tout le travail que vous faites ici au Musée canadien de l'histoire. Et pour vous autres à la maison, cette exposition, elle est en cours jusqu'à l'année prochaine. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre au musée ou bien de visiter le site web www.museedelhistoire.ca. On revient juste après la pause. Vous regardez Tout savoir.